Merci d'être venu au Human Talks. Moi, je m'appelle Tim Carey, je suis développeur advocate chez Content Square. Content Square, c'est une boîte dont vous avez sans doute jamais entendu parler, mais si vous êtes parisien, vous avez peut-être vu notre logo qui était affiché en énorme sur l'Opéra Garnier pendant quelques mois. C'est parce que Content Square a changé son logo durant l'année. Donc moi, quand j'étais à Content Square, c'était une grosse opération de rebranding. Quand une boîte change son logo, il faut changer toute la communication, il faut refaire toutes les chartes graphiques, etc. Moi, je ne suis pas commercial, donc j'ai quand même voulu participer un petit peu à cet effort de la boîte quand le logo a été changé, et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas le nouveau logo de Content Square en CSS. On parle de ce logo-là, avec un slide bien blanc qui vous réveille tous ce soir, avec cette espèce de forme qui est censée représenter un C comme Content Square, qui symbolise le pixel, qui pour moi ressemble surtout à un Pac-Man, et écrit Content Square de l'autre côté. Donc moi j'ai voulu faire ça en pur CSS, et vous vous posez sans doute la question de mais pourquoi tu t'infliges ça? CSS c'est même pas un vrai langage de programmation. Dès qu'on touche à quelque chose quelque part, ça va péter dans une page 3 pages plus loin. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce à quoi je vous répondrai, que je suis entièrement d'accord avec vous, que CSS est un langage complètement différent de tous les autres langages que je connais. Mais moi je prends ça comme un avantage. C'est-à-dire que moi, quand je fais du CSS, j'ai l'impression que je suis dans un état d'esprit complètement différent de quand je fais du JavaScript ou quand je fais du Ruby, des langages de programmation plus classiques. Donc certes, on n'a pas de fonction, on n'a pas de boucle, on n'a pas de conditions, on n'a pas grand-chose en CSS, et le code n'est pas réellement exécuté ligne après ligne, il est un peu exécuté dans son ensemble. Mais pour moi, c'est un état d'esprit où j'ai l'impression que je résous un puzzle comme un Rubik's Cube ou un Sudoku. Une fois que toutes mes règles sont bien mises, ça clique, et tout fonctionne correctement, et tant que tout n'est pas bien mis, il n'y a rien qui fonctionne. C'est spécial, je vous l'accorde, mais je trouve qu'après avoir passé une journée à faire du Ruby, à faire du JavaScript, c'est un état d'esprit différent, et que je trouve beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusant. J'ai l'impression de faire du Lego en faisant le CSS, donc j'aime bien, ça fait fonctionner des parties intellectuelles différentes. Et je ne suis pas le seul à bien aimer le CSS, je vous assure. Il y a plein de gens en ligne qui sont des experts en CSS, et il y a un challenge un peu informel mais bien connu qui s'appelle le One Div Challenge, et le but c'est d'essayer de faire des dessins en CSS en utilisant le markup le plus minimal possible, c'est-à-dire généralement juste un div avec une classe, et ensuite on écrit tout en CSS et on essaie de dessiner des choses avec. Tous les exemples de personnages que vous voyez là, ils sont faits avec un seul div en HTML et tout le reste en CSS, un div par personnage. Donc moi je trouve que c'est beaucoup de contraintes de se dire on va utiliser juste un seul div et on va tout faire en CSS, mais je trouve aussi que la contrainte crée la créativité, et c'est en se limitant dans le nombre d'outils qu'on peut avoir qu'on peut réussir à comprendre exactement comment fonctionnent ces outils. Je trouve que c'est un très bon exercice à faire pour apprendre réellement CSS et comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas à se soucier de la compatibilité avec tous les navigateurs, on n'a pas à se soucier du responsive web design, on n'a pas à se soucier de la perf et on n'a pas à se soucier de l'accessibilité. Mais pour toutes ces raisons, c'est pas un truc à faire en production parce que c'est pas rétrocompatible, c'est très lent, c'est pas accessible et tous les problèmes que vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose pour s'entraîner personnellement, je trouve, à maîtriser le langage. C'est pas quelque chose que j'aimerais voir sur un site en production. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire ce logo juste en utilisant un div HTML et tout le reste en CSS. Le logo en lui-même, c'est la totalité du rectangle vert, et il est séparé en deux parties, cette forme Pac-Man en jaune et le texte en rouge. Mon markup, c'est quelque chose qui ressemble à ça, donc vraiment j'ai juste un div avec classe logo, absolument rien d'écrit dedans, et tout le reste va se passer dans le CSS. Je définis ma classe logo avec une hauteur de 350 pixels, et là je lui ai mis un outline vert pour que vous puissiez le voir et vous rendre compte de ce que ça représente. Et ensuite j'ajoute du contenu avec les pseudo-éléments before et after qui servent à ajouter du texte au début et à la fin de l'élément. Donc là j'ai juste mis un placeholder d'un carré bleu pour le before, c'est là où on va mettre la forme, et j'ai écrit Content Square dans le after. On va styler en premier la partie Content Square parce que c'est la plus facile. Je définis la couleur bleue, donc c'est un bleu un peu spécial qui nous a été donné dans la charte graphique. La fonte, c'est pas exactement la fonte de la charte graphique, mais c'est une web font safe qui est sur Google Font, qui correspond suffisamment bien. On a des designers qui nous ont bien fait ça pour nous, développeurs, ils nous ont pas fait une charte graphique impossible à faire sur le web. On définit la font size, la font weight, et après on va positionner cet élément. Donc j'ai ajouté un padding left de 400 pixels pour me permettre d'avoir un petit peu d'espace pour mettre la forme. Et ensuite, je vais aligner verticalement du texte en CSS. C'est pas si difficile quand on sait comment faire. Je définis la hauteur à 350 pixels, ce qui est la même hauteur que son parent. Et ensuite, je lui mets un display table cell pour que ça se comporte comme une cellule de tableau. Et à partir du moment où c'est une cellule de tableau, on peut tout simplement écrire vertical align middle, et c'est centré verticalement dans la hauteur. Maintenant, on va dessiner la forme. C'est dans mon pseudo-element before, donc cette fois-ci, je suis obligé d'ajouter un content qui est une string vide
pour que cet élément s'affiche. Si je ne mets pas ce content, l'élément ne s'affiche pas. Donc je mets une string vide, et ensuite je vais lui donner des dimensions. Par défaut, un pseudo-element, il est en display inline, c'est-à-dire qu'il va s'afficher, il va repasser à la ligne une fois que le texte arrive au bout, et on ne peut pas lui définir nos propres dimensions. Donc je lui mets un display block, et je lui donne une largeur et une hauteur de 300 pixels, avec une grosse bordure bleue pour en faire un carré. On va discuter un petit peu de la propriété border radius, qui permet d'arrondir les angles. Donc on peut définir les propriétés border radius en pixels pour dire que l'angle fait 25 pixels de courbure. On peut aussi le dire en pourcentage, dire cet angle fait 25% de mon côté. Et si on met un border radius à 100%, en fait on fait un cercle. Donc en CSS, un cercle c'est juste un carré avec des bords à 100%. Voilà ma forme de base. On va passer à une autre propriété, qui sont les linear gradients ou les dégradés qu'on peut faire en CSS, où vous appliquez ça sur la propriété background. Plutôt que de donner juste un background d'une même couleur, vous pouvez définir un linear gradient. Vous définissez la couleur de début, la couleur de fin, et par défaut ça vous fait un dégradé du haut vers le bas, donc là du vert vers le rouge. La syntaxe a plein d'arguments. Si vous passez deux nombres après, c'est les offsets de la position, donc combien de pixels par rapport au haut, combien de pixels par rapport à la gauche, je veux déplacer mon dégradé. Et si vous rajoutez un slash suivi de deux autres chiffres, ça vous permet de définir les dimensions, donc quelle est la largeur et quelle est la hauteur. Et maintenant le trick, c'est bien sûr de dire qu'on fait un dégradé du bleu vers le bleu, ce qui est juste du bleu, ce qui permet de dessiner un carré en CSS. Donc là, on a un carré à l'intérieur de notre rond, toujours avec un seul élément. Ce qui est magique avec les linear gradients, c'est qu'on peut les chaîner, c'est-à-dire qu'on peut en définir plusieurs les uns après les autres, et ils sont affichés comme si le premier que vous avez écrit était celui qui était le plus proche de votre écran, et les autres vont se dessiner derrière. Donc là, je mets un carré orange, derrière le carré orange, je mets un plus gros carré bleu, et je mets encore derrière un carré rouge en bas à droite, et il est croppé parce qu'il va sortir de mon cercle, il ne va juste pas s'afficher là où ça sort. Maintenant, avec un petit peu de vrai code, alors il y a quand même des variables en CSS, ça ne s'appelle pas des variables, par contre ça s'appelle des custom properties, ça se définit avec ces doubles dash au début et ça se lie en appelant la fonction var. C'est pas le plus élégant, mais ça marche, mais ça m'a permis au moins de factoriser un petit peu de mon code parce que ces dimensions des différents côtés, j'avais pas envie de devoir les modifier sur 450 lignes différentes, donc je définis ça au début et je le réutilise après. À la fin de la présentation, je vous donnerai un lien vers un CodePen où vous pouvez voir comment ça fonctionne et vous pourrez le modifier directement. Tout ça, c'est live. Et je change les couleurs. Donc là, on a l'impression que j'ai dessiné un carré bleu vide à l'intérieur. C'est en fait deux carrés qui sont superposés, un petit carré blanc et un gros carré bleu derrière pour donner cette illusion. Il me reste encore cette grosse partie bleue inesthétique en bas et qu'on va découper maintenant avec la propriété ClipPass. ClipPass, c'est un peu comme ces jeux qu'on avait quand on était enfant. On avait une feuille de papier avec des tas de numéros et il fallait tous les relier les uns avec les autres dans le bon ordre. Là, c'est le même principe, sauf que c'est des coordonnées qu'on donne à ClipPass. Et ensuite, c'est comme si on prenait une paire de ciseaux et qu'on coupait notre joli dessin sur ce qu'on a dessiné. On jette la chute de papier qui est autour et on garde juste la valeur qui est à l'intérieur. Donc, ces propriétés, ça veut juste dire que j'ai découpé du coin en haut à gauche jusqu'ici, jusque là, ici, comme ça, comme ça. Je jette le reste, la partie qui ne m'intéressait pas ici, et je garde que ce Pac-Man pointé vers le bas. Il me suffit enfin de rajouter une propriété transform rotate moins 45 degrés pour le remettre dans le bon sens. Alors j'aurais pu faire tout mon truc directement avec le Pac-Man dans le bon sens, sauf que tous les calculs auraient été beaucoup plus compliqués. Moi, je ne suis pas très fort en géométrie, je connais que Pythagore, donc je voulais que tout ait des angles droits, et j'ai tout remis droit après. Et voilà ce que ça donne au final. Ça, c'est du CSS. C'est une capture écran de ce que ça donne en CSS au final, et ça fonctionne très très bien. Alors bien sûr, c'est juste un petit exemple de ce qu'on peut faire en CSS quand on essaie d'utiliser les propriétés. Il y a des gens beaucoup plus doués que moi qui font des trucs beaucoup plus incroyables. Ça, c'est une peinture faite uniquement en CSS. Chaque cheveu, chaque bout de dentelle est un div qui a été stylé individuellement. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont fait des FPS. Celui-là aussi, c'est un tableau qui est fait uniquement en CSS et avec des variables. Donc on peut changer la couleur du coucher de soleil pour que tous les reflets changent absolument partout. Ça, c'est un FPS fait en CSS en 3D, jouable au clavier, sans JavaScript du tout, juste avec des effets de perspective et des transforms et des trucs. Et derrière, il y a un mec un peu fou qui a fait un moteur de recherche en CSS aussi. Ça, c'était moi dans une vie passée, je pourrais vous en parler après. Je vous remercie, tout ça pour dire au final que je vous conseille d'essayer de prendre un langage, que ce soit CSS ou un autre, et essayer de vous mettre une contrainte arbitraire pour vous dire qu'est-ce que je peux faire avec ce langage si ma boîte à outils elle est limitée, si les outils que j'ai sont très limités, qu'est-ce que je peux faire avec. Ça va vous apprendre à réellement comprendre tout ce que vous pouvez faire avec ce langage.
Comme ça, quand vous serez dans une situation complexe en situation réelle, vous aurez beaucoup plus d'outils dans votre attirail pour réussir à trouver des solutions créatives à des problèmes de la vie de tous les jours. Encore une fois, mettez pas des choses comme ça en production, mais utilisez-le pour vous entraîner, pour apprendre des choses nouvelles, pour ensuite mettre des choses meilleures en production. Merci beaucoup. Moi j'ai une question du coup, ça t'a pris combien de temps de faire le logo de Content Square? Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre branding s'est passé à peu près au même moment. Je ne sais pas si vous avez suivi la news. Il y a Digital Ocean qui a racheté CodePen il y a quelques temps. Et pour annoncer ça, ils avaient fait une animation CSS où ils codaient le logo de Digital Ocean en CSS. Et tu voyais l'animation au fur et à mesure du code qui s'écrit avec le rendu sur le côté. Donc j'ai voulu surfer un petit peu sur ça pour faire le mien. Et je voulais faire en fait une animation de notre ancien logo Content Square à notre nouveau logo Content Square. Et j'ai passé beaucoup trop de temps à refaire l'ancien logo qui n'avait pas été fait par une agence de design, mais par des gens à l'arrache dans la boîte il y a 10 ans. Donc il n'y avait aucune métrique qui s'alignait correctement. J'ai fini par laisser tomber, j'ai dû genre passer une journée sur l'ancien logo, une demi-journée sur celui-là. Et au final, j'ai pas du tout employé l'ancien logo. Mais c'est à peu près... Ouais, une demi-journée pour faire ça et une demi-journée pour faire la présentation, pour l'expliquer après. Il pèse combien ce logo-là? Il pèse combien? Le poids du... On peut aller voir. Hein. Ah, j'ai pas mis un lien dans mon truc. Bon, j'ai oublié de mettre un lien et je sais pas me servir d'un Mac, donc je pourrais pas faire copier-coller. Je pense que ça vaut largement le coup d'avoir ça dans un SVG plutôt que dans mes horreurs en CSS au final. Ça doit faire, je dirais, à vue de nez 4 à 5 fois plus lourd ça que si tu l'avais fait en SVG directement. Est-ce que je peux resizer le logo? Ouais, en fait, oui et non. C'est-à-dire que dans le CodePen, vous verrez, il y a une variable qui s'appelle scale et qui, si tu changes ce scale, ça augmente et ça réduit. Toutes les métriques que j'utilise, la taille de texte, les tailles, sont dépendantes de ce scale. Si tu changes la taille de... Si tu changes la taille de ta fonte sur ton navigateur, ça n'aura pas d'impact, mais si tu changes la taille du scale dans le fichier qui le génère, là, ça aura un impact. Tu as déjà fait pas mal de challenges CSS, un peu, tu as un peu l'habitude du truc. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver toutes les astuces que tu voulais en travers? Parce que tout le monde, ça a l'air facile, évident. Mais est-ce qu'on s'habitue au bout d'un moment qu'on fait ça, ou est-ce que c'est toujours aussi galère de le faire? Pour moi qui en avait déjà fait d'autres, celui-là, j'ai pas appris des trucs nouveaux, j'ai tapé dans mon outillage de trucs que je connaissais déjà. Mais c'est justement parce que j'ai passé du temps à faire ça sur d'autres projets que j'avais quelques réflexes. Je sais que Linear Gradient, tu peux dessiner ce que tu veux avec. Tu peux enchaîner 10 000 si tu veux, et chacun fait un trait, un carré, un truc de couleur différente, et tu le places où tu veux. Donc en vrai, tu pourrais faire n'importe quelle image juste avec des Linear Gradients si tu dessines chaque pixel de ta photo avec un gradient différent. J'ai d'ailleurs un outil en ligne de commande qui fait ça, si ça t'intéresse. Image to CSS, tu passes n'importe quelle image et ça te fait un fichier CSS énorme qui te le dessine. Est-ce que tu aurais pu le faire sans qu'il passe? Si je maîtrisais la couleur de fond, j'aurais pu rajouter un autre élément. Si je savais que la couleur de fond c'était blanc, j'aurais pu tricher et rajouter un carré blanc par-dessus la partie que je veux masquer. Mais si je ne maîtrise pas la couleur de fond, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. C'est pas avec la bordure, c'est à cause de la bordure qui embête pour faire qu'il passe. Moi, il y a toute une partie là qui ne m'intéresse pas, que je veux enlever. Mais c'est parce que même si tu dessinerais un carré, il serait derrière la bordure qui fait le tour. Ouais. Et du coup, si tu faisais la bordure avec un gradient plutôt, si tu dessinais le blanc par-dessus le bleu. Si je dessinais le blanc... Ah, ici, si je dessinais le blanc, mais peut-être, ouais, si je faisais la bordure avec un gradient plutôt qu'avec une bordure, et je pourrais le remettre par-dessus. Tu dessines t'as le bas devant de... Ouais, t'as raison. T'as raison. Tu mets le blanc par-dessus et après tu fais ce que tu veux sans qu'il passe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais pas pu vous apprendre comment ça marche les borders radius, du coup. Mais oui, t'as raison. Voilà. En vrai, avec les linear gradients et les radial gradients, tu peux dessiner un peu ce que tu veux et t'aurais pas forcément eu besoin de tout le reste. C'est vrai. Du coup, tu disais, si tu maîtrisais la couleur de fond, tu aurais pu mettre un carré dessus, mais pour le carré blanc au milieu, du coup, là, il va rester tout en blanc, il ne gardera pas le background sur lequel tu le mets. Ouais, parce que je sais que le centre du... Ah non, oui, t'as raison, je maîtrise la couleur de fond. T'as raison. Donc j'aurais pu, effectivement... Voilà, il y a plusieurs manières de faire ce genre de choses. Je ne dis pas que la mienne est la meilleure, c'est vraiment une manière d'expérimenter, mais il y a plein de solutions différentes. Une fois qu'on sait comment le problème est posé, on peut trouver différentes solutions pour réussir à le régler.